Bonjour à tous, je suis Manon Hulot, doctorante de 3e année au sein de l'équipe paléontologie de l'ISEM, et je suis encadrée par Pierre-Olivier Antoine à l'ISEM et par Gildas Merceron au Palais Vauprime. Ma thèse porte sur la paléoécologie des rhinocéros, et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de Béon 1, une localité fossile clé de ma thèse. La localité de Béon 1 a été découverte en 1987 dans une carrière calcaire du Gers, donc dans le sud-ouest de la France. Elle a été datée à 17 millions d'années, c'est-à-dire à la fin du Miocène inférieur, et elle a livré une faune mammalienne très diverse et abondante qui contient notamment des proboscidiens, des artiodactyles, des carnivores ou encore des lagomorphes et des rongeurs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on retrouve également 5 espèces de rhinocéros réparties en 4 genres différents: Hispanotherium, Plesiosaurotherium qui comporte 2 espèces, Brachypotherium et Prosentorhinus. 4 de ces espèces totalisent 950 dents, la 5e n'étant documentée que par du matériel postcrânien. Et ces dents, on les retrouve associées, donc soit sur des mandibules, soit sur des crânes, ou isolées, comme ici. Et c'est intéressant d'avoir autant de dents, car les dents sont porteuses d'informations précieuses sur l'animal auquel elles appartenaient ou auquel elles appartiennent encore, comme par exemple le régime alimentaire, l'habitat de l'animal, des éventuelles pathologies comme les caries ou les abcès, des données de phylogénie, puisqu'on peut coder des caractères sur les dents, de la physiologie ou du métabolisme, donc la biologie de l'animal, ou encore l'environnement ou le climat dans lequel il vivait. Alors ici, on a utilisé 4 proxys différents. La microusure, qui est un proxy du régime alimentaire à court terme, c'est-à-dire de l'ordre de quelques jours à semaines avant la mort de l'animal. La mésousure, proxy du régime alimentaire également, mais à long terme cette fois-ci, de l'ordre de quelques mois à années avant la mort de l'animal. L'hypoplasie, qui est un marqueur de stress. Alors c'est des stress qui peuvent être environnementaux, comme une sécheresse, physiologiques, comme une maladie, ou psychologiques, une dépression chez les primates par exemple. Et enfin, les courbes de mortalité, qui permettent notamment d'avoir accès aux structures de population. Donc pour commencer, on va parler de la microusure. Donc ça consiste à étudier les cicatrices microscopiques au niveau de l'émail, le tissu extérieur des dents, donc ce genre de cicatrices, et de reconstituer à partir de ces cicatrices le régime alimentaire et notamment ses propriétés physiques. Pour faire ça, on a utilisé la technique de microusure en 3D qui s'appelle Dental Microearth Texture Analysis, qui consiste donc à mouler avec du silicone les dents qui nous intéressent, à les passer au confocal et à extraire de cette étude des paramètres et une surface topographique. Alors pour interpréter les résultats de micro-usure, on oppose classiquement l'anisotropie à la complexité, comme sur le graphe en haut à droite. L'anisotropie, c'est une mesure de l'orientation préférentielle des cicatrices de micro-usure, et la complexité, c'est une mesure du relief. Sur ce graphe, vous pouvez voir la position classique des principaux régimes alimentaires herbivores. Et donc à Béon 1, on peut observer des différences entre les 4 espèces de rhinocéros, avec Plesiosaurotherium en jaune qui apparaît plutôt en haut à droite, et les autres espèces qui apparaissent dans l'espace des brouteurs ou des mix feeders. Le deuxième résultat concernant la micro-usure à Béon 1, c'est l'effet du sablage, puisqu'il y a certains spécimens qui ont été préparés par envoi de sable sur le spécimen pour séparer du sédiment de la dent. Et ça a eu pour impact de diminuer l'anisotropie et d'augmenter la complexité. Donc en fait, ça a modifié les signatures de micro-usure. La deuxième méthode, c'est la mésousure. Donc ça consiste à déduire le régime alimentaire de la morphologie des molaires supérieurs chez les ruminants. Nous, on a utilisé 2 méthodes. Une méthode classique qui mesure le relief occlusal, c'est-à-dire la distance entre la vallée et la pointe de la cuspide, et qui mesure aussi la forme de la cuspide, pointue, arrondie ou aplatie. Et une seconde méthode qui se base sur l'échelle de mésousure définie ici, pour donner un score de mésousure.
Donc ici, c'est des résultats préliminaires uniquement que je vais vous présenter, puisque c'est encore quelque chose que je suis en train de faire actuellement. Mais ce qu'on peut voir, qui est quand même intéressant, c'est qu'on a assez peu de différence finalement entre les espèces présentes à B1, avec une signature plutôt de type brouteur pour toutes les espèces, et des résultats qui sont les mêmes pour les deux méthodes utilisées. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, deux autres choses que j'ai pu tester, on a des résultats qui sont les mêmes si on change de dent. Donc si on s'intéresse par exemple à la molaire 1 ou la molaire 3, on a les mêmes résultats, les mêmes tendances que pour la molaire 2. Et en revanche, on a des résultats qui sont un petit peu décalés si on regarde les dents de lait, puisque les juvéniles ont une tendance à moins d'abrasivité dans le régime alimentaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour l'instant des résultats préliminaires de mésousure. Pour l'hypoplasie, on s'est également appuyé sur deux méthodes. Une méthode à l'œil nu qui consiste à regarder, à identifier les cicatrices qu'on voit, à les mesurer par rapport à une certaine référence. Et une deuxième méthode qui est le CT scan, donc qui permet d'avoir des modèles 3D et des coupes de l'individu sans avoir besoin de le couper réellement. Ce qu'on peut voir à B1, déjà, c'est qu'il y a plus de 23% des dents, toutes espèces confondues, qui portent une hypoplasie, au moins une. L'hypoplasie, elle peut être multiple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs événements sur la même dent. Et enfin, sur des grandes tendances générales, les dents de lait sont moins affectées que les dents permanentes. Et ça peut s'expliquer assez facilement par le fait que les dents de lait se développent in utero, donc dans un milieu relativement stable, et par le fait qu'elles soient plus petites que leur équivalent permanent, ce qui fait un développement plus rapide et donc moins de temps pour une hypoplasie pour se produire. On observe également donc des différences entre les espèces. Alors il faut nuancer bien sûr parce que toutes les espèces n'ont pas le même échantillonnage, il y en a qui sont très nombreuses, très bien représentées et d'autres un petit peu moins. Et on a aussi des différences par locus dentaire, ici. Donc ça c'est intéressant parce que ça dénote des périodes de sensibilité différentes. La D4, donc la quatrième molaire de lait, ici par exemple, semble assez affectée, et donc ça c'est un stress qui est au moment de la naissance, à peu près. Les molaires permanentes, la 2 et la 3 ici, c'est plutôt des stress environnementaux plus tardifs. Le CT scan, ça nous a permis de mettre en évidence 1,2 fois plus d'hypoplasie qu'à l'œil nu, mais ça c'est à mettre en perspective parce que ça varie grandement avec la coupe à laquelle on s'intéresse. C'est-à-dire que le modèle 3D permet pas forcément de voir plus d'hypoplasie, par contre la coupe le permet, et donc il faut voir à quelle coupe on s'intéresse dans le modèle. Et enfin, pour les courbes de mortalité, on s'est basé sur un article précédent qui mettait en parallèle l'usure des dents avec l'âge individuel de l'animal, et ça nous a permis de construire des histogrammes. Alors ces histogrammes, ils ont un aspect assez étrange, parce que les catégories d'âge qui ont été définies dans l'article sur lequel on s'est basé sont redondantes et elles se recoupent. Donc, elles n'ont pas toutes la même taille et en plus, elles ne sont pas exclusives mutuellement. Ça permet quand même de mettre en évidence plusieurs périodes de vulnérabilité, notamment si on se base sur la courbe de Plesiaceratherium, une au niveau de la naissance, une au niveau du sevrage, une au niveau de la maturité sexuelle et une période de vulnérabilité un peu plus tard dans la vie de l'adulte. Au niveau des structures de population qui sont déduites toujours des mêmes informations qu'on voit sur les histogrammes, on peut remarquer que Brachypotherium brachypus présente un biais taphonomique avec uniquement des adultes, alors que les trois autres espèces sont ici avec les populations actuelles. Donc une population plutôt peu biaisée. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que la micro-usure, ça met en évidence des signaux différents par espèce, que la méso-usure, non, en revanche, que l'hypoplasie, elle met en évidence différentes vulnérabilités en fonction des espèces, alors que les courbes de mortalité, elles pointent vers des vulnérabilités similaires, et des populations qui ont les mêmes structures pour trois espèces. Il serait intéressant de creuser un petit peu plus sur les différences de micro-usure et de méso-usure pour voir
ce qui peut le causer, voir si c'est cohérent avec la morphologie de la dent ou pas. Et quand on compare les courbes de mortalité et l'hypoplasie, on a quand même des périodes qui se recoupent, avec notamment la D4 et la naissance, la P4 et le sevrage, la M3 et la maturité sexuelle. Les proxys amènent à des conclusions similaires, donc ça c'est intéressant, et la combinaison permet d'aller un petit peu plus loin qu'en utilisant un seul proxy. Je vous remercie de votre attention.